Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée. D'abord l'actualité sur la page nationale et d'abord elle était une date phare dans l'histoire du Togo, une date à double événement, jour de célébration et de festivités pour les uns, de recueillement pour les autres. À ce titre, le jour était férié au Togo mais depuis près de 3 ans déjà, la journée du 13 janvier est redevenue un jour ordinaire. Aucune manifestation officielle. Élément dans ce dossier signé Dieudonné Seonou. 13 janvier, une date à double connotation de l'histoire au Togo. Autrefois fériée et payée, cette date était marquée par de pompeuses festivités et de gigantesques défilés militaires et civils, marquant ainsi l'héroïsme d'un homme politique, le général Gnassingbé Yadema, qui aurait orchestré le premier coup d'état militaire en Afrique noire en 1963. Il arrive donc au pouvoir en 1967. Date de libération et donc de festivité pour certains, mais à la fois une date de commémoration et de recueillement pour d'autres. Ces derniers sont les partisans du premier président du Togo, Sylvanus Olympio, assassiné le 13 janvier 1963. Au Togo, le 13 janvier était un jour de fête pour les uns et pour les autres, un jour de recueillement. Depuis 2014, sous la gouvernance de Faure Essosina Gnassingbé, une nouvelle considération est affectée au 13e jour du premier mois de l'année. Ce jour n'est plus férié. Le 13 janvier devient donc un jour ordinaire et tout le monde au travail. Toujours en page nationale, affaire Efferalgan Siro. Depuis un moment, des informations circulent au sujet de certains produits pharmaceutiques à problème qui devraient être retirés des pharmacies. Mais aucune communication efficace n'est faite autour du sujet au niveau de la direction des pharmacies. Conséquence, les populations continuent par faire usage de ces produits. Une situation qui suscite l'indignation chez l'Association des consommateurs togolais. Voici la note séculaire dont la publication interpelle au sujet de la santé des populations au Togo. Elle est émise par la direction de la pharmacie à l'endroit des pharmacies au Togo, sans aucune communication à l'endroit de la population consommatrice. Une situation qui inquiète la Ligue des consommateurs du Togo. La polémique est autour du rappel des lots de médicaments de la spécialité des ferlagans pédiatriques 3% des rayons de la pharmacie au Togo. Pour nous, en tant qu'association de consommateurs qui est chargée d'un veille citoyen, et en faisant nos investigations, nous nous sommes rendus compte que le laboratoire qui produit le produit a rendu public la décision de retrait de ce médicament depuis le 12 décembre. La direction des pharmacies, laboratoires et équipements techniques aurait accumulé un retard de 2 semaines avant de rendre publique la décision du retrait des produits mis en cause dans les rayons des pharmacies au Togo. Les autorités en charge de la réglementation des produits de pharmacie, équipements et laboratoires au Togo, c'est-à-dire je vais parler de la direction des pharmacies, laboratoires et équipements techniques, a fait sortir sa note le 28 décembre. Ça veut dire que 2 semaines plus tard que sa note au Togo a été sortie. Donc nous sommes dit que cette décision a été prise tardivement. Et qu'il y a anguille sous roche, il y a des questions à se poser. Pourquoi ils ont attendu ce temps-là pour décider que les produits soient retirés au Togo? Ce retrait tardif, selon la LCT, pourrait engendrer des risques de contamination de la population, puisque les pharmacies, mais aussi les vendeurs de rue, continuent la commercialisation de ce produit. Ce produit est utilisé dans les cas de santé, les centres de santé des villages. Ce produit est utilisé. Et je ne suis pas sûr que cette communication est allée dans ces localités. Parce que le niveau de rappel est resté des pharmacies, des officines de pharmacie, au centre de santé, aux hôpitaux seulement, mais n'est pas allé dans les villages les plus reculés pour qu'on puisse nous montrer vraiment le lot qui a été retiré. La Ligue demande à cet effet à la population d'éviter tout achat de l'efferalgan pédiatrique 3% jusqu'à ce que lumière soit faite autour de l'affaire. Restez vigilante. La population doit rester vigilante parce qu'il n'y a pas seulement le problème de ferragan qui se pose, parce que le problème des médicaments et des produits de santé, c'est un problème de santé publique. Elle lance ainsi un appel à l'endroit des autorités sanitaires du Togo, qu'une large communication soit faite sur le sujet afin de sauvegarder la vie de la population. Descente dans la rue des étudiants de l'université de Lomé.
hier mercredi. Une descente de mécontentement au sujet de leurs conditions de vie sur l'université, notamment la question des bourses et aussi des bus qui, selon les étudiants, restent sans suite. La manifestation s'est plutôt tournée en une sorte d'accrochage avec les forces de l'ordre. Les gaz lacrymogènes se seraient invités à la manifestation. Actualité sur le plan africain. En Côte d'Ivoire, le premier conseil des ministres s'est tenu hier. Les 36 membres du nouveau gouvernement sont plus que jamais engagés à mettre en exécution le projet de gouvernance tel inspiré par la politique du chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Premier conseil des ministres pour le deuxième gouvernement dirigé par Daniel Kablan-Duncan. 36 ministres au total sont chargés de réaliser le programme du président Alassane Ouattara. Ce dernier a gardé la plupart des ministres du précédent gouvernement parce que satisfaits de leur travail. 9 nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement. Parmi elles, l'ancienne présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Mme Ramata Bakayokoli, chargée de relancer l'enseignement supérieur pour améliorer l'employabilité des jeunes diplômés avec des formations adaptées au marché de l'emploi. Développer la pédagogie numérique pour un enseignement de qualité, parce que le marché du travail, aussi bien national qu'international, est devenu très compétitif. Et donc nous devons former des ressources humaines de qualité. Et puis c'est aussi une recherche pertinente au service de la nation, des problèmes de la société. Le gouvernement va également mettre l'accent sur l'accélération de la réconciliation nationale. Le programme national de cohésion sociale, chargé de l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010, devient le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Nous espérons qu'avec les efforts que nous allons fournir, en respectant les instructions du président de la République, nous allons parvenir à une Côte d'Ivoire cohésive parce que la réconciliation et la cohésion sociale constituent le défi numéro 1 de ce mandat 2015-2020. Le président Alassane Ouattara a annoncé une nouvelle loi sur le foncier rural. Elle sera mise en œuvre par l'un des nouveaux venus au gouvernement, lui André Dakouri Tablé, ministre des Eaux et Forêts. C'est un domaine assez dense, assez compliqué même. Je ne vais peut-être pas, je n'ai pas la potion magique, mais je vais faire ce que je peux. Vous savez, les problèmes de terre, les problèmes de forêt, c'est pas évident. Donc, si on m'a fait confiance, je pense que je pourrais réussir. Parmi les priorités du nouveau gouvernement au plan économique figure l'accroissement de la transformation des matières premières agricoles. Cependant, la philosophie de l'action gouvernementale sera la redistribution des fruits de la croissance économique pour améliorer les conditions de vie de la population ivoirienne. Fin de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est ce qu'a officiellement déclaré l'Organisation mondiale de la santé ce jeudi. Il faut rappeler que cette maladie a fait plus de 11 000 morts dans la région ouest africaine. Voilà une habitude que les écoliers de Monrovia peuvent désormais oublier, la prise de température obligatoire. Le Libéria est libéré du virus Ebola. En clair, aucun cas d'infection connu des autorités médicales n'est plus recensé aujourd'hui, 6 semaines après la guérison du dernier patient. Mais dans l'esprit des habitants du Libéria, les traumatismes de l'épidémie restent encore bien présents. On sortait parfois 3 ou 4 corps par jour d'un seul foyer. On voyait des gens malades et cela nous a beaucoup attristés. L'expérience a été horrible pour le Libéria et on espère que cela ne nous arrivera plus jamais. C'est au sud de la Guinée que l'épidémie s'est déclarée en décembre 2013, puis rapidement étendue. Le virus Ebola contaminera 2 pays limitrophes dès mars 2014, le Libéria puis la Sierra Leone 2 mois après. À partir de l'été 2014, ces 3 pays prennent des mesures d'exception, l'état d'urgence, le confinement de la population et la mise en quarantaine de nombreuses régions. Au Libéria, la fin de l'épidémie a déjà été proclamée en mai puis en septembre, avant des résurgences du virus. La Sierra Leone a été libérée de l'épidémie le 7 novembre et la Guinée le 29 décembre dernier. Cette épidémie d'Ebola fut la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait plus de 11 300 morts. En Indonésie, des attentats menés de façon quasi simultanée dans le centre de Jakarta ont coûté la vie à 7 personnes selon un bilan provisoire ce jeudi. Cet attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Le groupe État islamique à l'origine des attaques qui ont secoué la capitale indonésienne ce jeudi. L'organisation djihadiste les a revendiquées et la police indonésienne l'a confirmé. Ces attentats ont fait au moins 7 morts. Les victimes sont 2 civils, l'un d'eux serait originaire du Canada. Parmi les morts, il y a également 5 assaillants. Plusieurs personnes ont aussi été blessées.
Ces attaques ont été menées de manière quasi simultanée. Tout a commencé en fin de matinée par une explosion devant un Starbucks Café. L'établissement est situé près d'un centre commercial non loin d'immeubles abritant plusieurs agences de l'ONU ainsi que des ambassades. Une autre détonation a été entendue ensuite devant un poste de police. Les témoins disent avoir enregistré au total 6 explosions. Dans 2 cas, il pourrait s'agir d'attentats suicides. Puis il y a eu les échanges de tirs entre les assaillants et les forces de l'ordre. Le quartier a été bouclé, la foule tenue à l'écart. La traque a duré plusieurs minutes. La police a ensuite annoncé avoir neutralisé les assaillants. La situation est désormais sous contrôle, ont indiqué les autorités en fin d'après-midi. Mais avec une donnée nouvelle, le groupe État islamique a fait des émules dans l'archipel. 5 morts et 39 blessés. C'est le bilan d'un attentat à voiture piégée contre un commissariat de police dans le sud-est de la Turquie. L'attaque perpétrée mercredi peu avant minuit a été attribuée au Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Un attentat à la voiture piégée fait 6 morts et 39 blessés dans le sud-est de la Turquie. L'explosion qui a eu lieu près d'un commissariat a été d'une violence telle qu'un bâtiment adjacent dans lequel résidaient les policiers et leurs familles s'est effondré. Les assaillants ont ensuite poursuivi leur assaut avec des lance-roquettes. C'est à Sinar, une banlieue de Diyarbakir, la grande ville à majorité kurde du pays, que l'attentat a été perpétré. Il a été attribué par les autorités au Parti des travailleurs du Kurdistan. Le PKK a repris depuis l'été dernier les combats avec les forces de l'ordre après 2 ans de trêve. Les auteurs de l'attaque sont pour l'heure introuvables. La police qui a quadrillé la zone poursuit ses recherches. Toujours en Turquie, l'homme suspecté d'être le kamikaze qui a commis l'attentat d'Istanbul a été identifié et ses images ont été diffusées par les médias turcs. Il s'agirait d'un homme de 28 ans arrivé en Syrie quelques jours plus tôt en tant que réfugié présenté comme un membre de l'État islamique. Ce sont les premières images de l'homme suspecté d'être le kamikaze qui a commis l'attentat d'Istanbul. Un homme de 28 ans arrivé de Syrie quelques jours plus tôt en tant que réfugié est présenté comme un membre de l'État islamique. C'est grâce à ses empreintes digitales qu'il aurait été identifié. Depuis l'attentat de mardi, la police turque a procédé à des dizaines d'arrestations des membres présumés de l'État islamique, parmi eux certains ressortissants russes. Le Premier ministre Ahmet Davutoglu a confirmé que 5 arrestations avaient un lien direct avec l'attaque. Le lien entre le kamikaze et Daesh a été confirmé, a-t-il déclaré. Et nous allons accroître nos efforts pour trouver et révéler qui se trouve véritablement derrière cette organisation terroriste. En actionnant sa bombe dans le cœur touristique d'Istanbul, le kamikaze a uniquement fait des victimes étrangères. 10 personnes sont mortes et 17 ont été blessées. 6 sont toujours hospitalisés. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision Delta Santé.